Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler des lanceurs, précisément de la bataille des lanceurs au niveau mondial, mais aussi peut-être au sein même de l'Europe. On va voir ça avec nos invités. Alors avec nous en plateau, Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs au Centre national de la recherche spatiale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec nous également, mais à distance, depuis Bruxelles, Guillaume Delabrosse, assistant du directeur général de la DEFI, la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace, qui dirige les activités de la Commission européenne dans ces secteurs en particulier. Et d'ici le 1er octobre, je le précise, vous serez nommé chef d'unité chargé de l'innovation et de la recherche spatiale. Bienvenue sur Smart Space. Bonjour. Alors ma première question est pour vous. L'accès autonome à l'espace est au centre de toutes les stratégies spatiales ambitieuses, mais est-ce que c'est une priorité majeure pour la Commission européenne ? Tout à fait. Je dirais même que c'est la première des priorités. Faire en sorte que l'Europe ait un accès autonome à l'espace, et ce sur les prochaines années à venir. C'est même une priorité qui est ancrée dans le règlement juridique, c'est-à-dire le texte qui encadre l'ensemble des activités de la Commission. Donc priorité numéro 1, mais que l'on cherche à combiner aussi avec le besoin d'innovation et de compétitivité compte tenu de l'évolution du segment des lanceurs en Europe et globalement à l'échelle internationale. Jean-Marc Astorg, est-ce qu'il y a un décalage entre les marchés auxquels s'adressent aujourd'hui les lanceurs européens et la demande ? Non, je pense qu'il n'y a pas de décalage. C'est clair que, vous savez, l'accès autonome à l'espace, c'est une ambition qui est portée par l'Europe depuis très longtemps, comme l'a rappelé Guillaume, et ça reste évidemment un axe fort de la politique spatiale européenne. Et le lanceur Ariane, en particulier, a été parfaitement adapté au marché. Et aujourd'hui, on développe Ariane 6, justement, pour répondre aux évolutions du marché, notamment pour répondre aux besoins de lancement de grandes charges utiles, comme les constellations. Je pense qu'on y reviendra dans le futur. Alors, quel est le marché aujourd'hui, justement ? C'est celui des nanosatellites ? C'est celui des vols habités ? Alors déjà, je pense qu'il faut caractériser le marché avec deux segments, un segment institutionnel et un segment commercial. Par exemple, l'année dernière, en 2020, il y a eu 114 lancements dans le monde. La plupart ont été réalisés en Chine, aux États-Unis, mais un certain nombre aussi en Europe. Et en fait, le marché institutionnel est la plus grande partie de ce marché. Et il n'est pas ouvert aux lanceurs européens comme Ariane ou Vega C. Après, sur le marché commercial, là, évidemment, on a des satellites de télécommunications. Les constellations apparaissent et compléteront les satellites géostationnaires qu'on a aujourd'hui. On a des satellites d'observation de la Terre, on a des satellites de navigation, Galileo par exemple, qui est une très grande réussite européenne parce qu'elle est plus précise que le GPS, a été lancé au début par Ariane 5, ensuite par Soyuz, et demain sera lancé par Ariane 6. Donc voilà, le marché, c'est une combinaison de missions spatiales qui deviennent de plus en plus fréquentes, aussi bien pour des besoins institutionnels, de défense, que pour des besoins commerciaux. Mais vous avez mis le mot dessus, cette fréquence des lancements. Est-ce qu'on a les capacités de la suivre aujourd'hui ? Il y a un lancement toutes les semaines quasiment pour envoyer ces nanosatellites qui vont composer ces nouvelles constellations. Est-ce qu'on a les capacités en Europe de suivre cette fréquence de lancement ? Oui, je crois qu'on a plus de lanceurs aujourd'hui que de missions. Ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur la production des lanceurs. C'est vrai qu'avec les constellations qui demandent un nombre important de lancements avec des masses très importantes, il peut y avoir une tension dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, je dirais que de par le monde, il y a plus de lanceurs que de missions spatiales à réaliser. Oui, mais en Europe. Et en Europe aussi, bien sûr, on a des lanceurs qui sont disponibles. Encore une fois, Ariane 5 en Europe, lancé depuis le port spatial de Kourou, Vega, Soyuz sont des lanceurs qui réalisent l'ensemble des missions pour les besoins institutionnels et pour le marché commercial. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Guillaume Delabrosse ? Vous êtes d'accord avec cette capacité qu'a l'Europe à suivre le marché et sa nouvelle vitesse de fonctionnement ? Non, je pense, je rejoins tout à fait Jean-Marc d'abord sur l'excellence européenne dans le domaine des lanceurs et effectivement sur la gamme que nous sommes capables d'apporter aux différents clients. Ce qu'on observe toutefois quand même aujourd'hui, c'est des clients qui de plus en plus demandent de la flexibilité. Et des prix compétitifs. Et donc je pense que c'est à ce double défi que dans les prochaines années il faudra répondre, c'est-à-dire dans quelle mesure on est possible d'offrir peut-être des lanceurs à cadence plus régulière,
et comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins peut-être plus précis. Donc je pense qu'on a un double défi, sans compter le prix que l'on offrira. On a vu récemment Kineis faire appel à SpaceX pour lancer une constellation. Ce qu'on observe à ce jour, c'est que sur le marché des micro-lanceurs, il y a encore besoin de trouver une solution viable en Europe. Et je pense que c'est un des points sur lequel on va devoir travailler avec l'Agence spatiale européenne, avec les agences nationales dans les années à venir, pour faire en sorte qu'en Europe, on ait une solution viable sur ce segment des micro-lanceurs. Est-ce que ça veut dire que les acteurs historiques n'ont pas réussi à s'adapter, à adapter leur modèle économique au nouveau modèle économique qui va avec le New Space aujourd'hui ? Moi, le marché va très vite. Le marché va extrêmement vite, se développe très vite, le business change. On a deux schémas industriels aux États-Unis et en Europe qui sont relativement différents. Du fait de l'histoire, du fait de la construction de l'Europe, qui n'est pas la même que celle des États-Unis. Donc, vous avez aux États-Unis SpaceX, qui est une entreprise entièrement intégrée. Quand on regarde Ariane, vous avez 600 entreprises qui participent à la construction du lanceur. 13 États membres. Donc le schéma industriel est nécessairement plus compliqué en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Et donc le temps de l'évolution est aussi plus compliqué. Il n'empêche que ce besoin d'innovation, quand on discute avec Ariane Group, avec Arianespace, on sent bien que c'est un besoin qui est là et que Ariane Group et Arianespace font les efforts nécessaires pour répondre à ce besoin d'innovation. La question qui va se poser, c'est est-ce que on doit copier le modèle SpaceX ou est-ce qu'on doit, demain, dans une stratégie européenne, essayer d'avoir des éléments différenciants ? Oui, c'est la question. Ce modèle de partenariat public-privé qu'a appliqué les États-Unis, on n'a pas d'équivalent en France, en Europe en tout cas. Est-ce que c'est l'objectif d'aller vers ce modèle-là, Jean-Marc Castal ? Non, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on a tout à fait l'équivalent et je crois qu'on a anticipé justement par rapport à ce modèle-là. SpaceX, c'est quand même quelque chose qui s'est créé avec la volonté de la NASA. Oui. Il faut rappeler quand même qu'au départ, Ariane, c'était un développement du CNES et que le CNES a contribué à créer Arianespace, une société privée dès 1980 qui commercialise les lancements d'Ariane. Donc voilà, on a pris beaucoup d'avance sur ce domaine. On a certainement des points améliorés, notamment en termes de compétitivité, comme le rappelait Guillaume. Et ça, bien entendu, on travaille sur le sujet, on travaille sur la prochaine génération de lanceurs. Mais je voudrais revenir sur le New Space et les petits satellites, parce que vous avez sous-entendu qu'effectivement, on avait des lanceurs qui n'étaient pas adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Il faut voir que ces petits satellites, il y en a énormément, effectivement. C'est un phénomène relativement récent, mais ils sont lancés la plupart du temps par des gros lanceurs. C'est-à-dire que 80% des petits satellites sont des satellites de constellation qui sont lancés sur des grands lanceurs et c'est le plus compétitif. Parce qu'un tir groupé, ça coûte moins cher que des tirs individuels. Il y a la question de la mise en orbite, c'est ça aussi la différence aujourd'hui avec les propositions qu'on peut trouver chez SpaceX, Rocket Lab et Vega. Mais justement, SpaceX a commencé par développer un petit lanceur, le Falcon 1, qui était trop petit par rapport au marché. Et ensuite, ils ont développé le Falcon 9, qui est comparable à Ariane 5. Donc, je dirais qu'on a vraiment des lanceurs qui étaient adaptés pour les gros satellites qu'on avait jusqu'à présent. On développe Ariane 6 pour être 40% moins cher qu'Ariane 5, pour être plus modulaire, avec 2 versions qui s'adaptent à la taille des satellites, plus flexible pour pouvoir mettre des satellites sur différentes orbites. Et la question qui se pose, c'est effectivement, faut-il compléter Ariane 6 et Vega C par un petit satellite ? Très certainement. Je pense qu'en Europe, on a besoin aussi de petits lanceurs. Et il y a des projets qui existent aujourd'hui. Et ils sont développés. Il y a des projets en Allemagne, il y a des projets en France, il y a des projets en Italie, qui sont sur un mode différent. Ils sont plutôt sur un mode privé. Et je trouve ça très bien, qu'effectivement, il y a des entrepreneurs qui investissent dans les lanceurs. C'est extrêmement positif pour le secteur spatial et pour le secteur des lanceurs. Et bien entendu, il faudra les prendre en compte dans le paysage général. Je dirais même plus, c'est au pouvoir public, à la Commission européenne, à l'ESA, au CNES, aux agences, de favoriser
ces émergences de nouveaux acteurs, parce que ça donne du dynamisme technologique, commercial, et en final, c'est très bon pour tout le monde. Alors, cette émergence de nouveaux acteurs, elle pose aussi une nouvelle question, celle de la fragmentation européenne. Quand on a des acteurs qui naissent en France, on a des entreprises qui veulent proposer à la fois des mini-lanceurs et des nanosatellites. On a Nsidlab qui a lancé récemment sa 3e vague de nanosatellites. On a en Allemagne aussi des entreprises, des startups qui veulent proposer leurs nanolanceurs. Alors, est-ce que cette nouvelle génération d'entreprises risque-t-elle d'augmenter le risque de fragmentation de l'Union européenne sur sa stratégie spatiale? Je vous pose la question, ensuite je me retournerai vers Guillaume. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de problème de cohésion européenne dans le domaine des lanceurs. J'en veux pour preuve quand même que cet été, les pays européens ont approuvé une résolution très importante de l'Agence spatiale européenne qui confirme le soutien à Ariane 6 et à Vega C et qui garantit un nombre de lancements institutionnels sur Ariane 6, des prix référencés et un support pour l'exploitation des 2 lanceurs. Et ça, c'est vraiment l'ensemble de l'Europe qui a approuvé cette résolution-là. En dehors de ce monde, je dirais, institutionnel, il y a des initiatives privées qui existent. Toutes ne verront pas le jour. C'est clair que le marché européen d'aujourd'hui n'est pas suffisant pour faire vivre une dizaine de lanceurs. Donc vous ne pensez pas qu'il est en train de se jouer là une petite bataille interne en Europe, où chaque pays va essayer de booster sa start-up pour voir naître un SpaceX européen? Je veux croire que ce ne sont pas des ambitions nationales, des ambitions plutôt industrielles, qui feront appel aux meilleures compétences européennes dans n'importe quel pays. Et bien sûr, on va passer par une phase de compétition intense. Oui. Développer un lanceur, c'est quelque chose qui est très difficile. L'année dernière, il y a eu 10 échecs de lanceurs, la plupart du temps pour des premiers lancements, y compris en Chine, aux États-Unis. Donc tous ces projets n'iront pas jusqu'à maturité, mais il est extrêmement positif qu'il y ait une compétition et qu'au final, on a un produit compétitif. Guillaume Delabrosse, votre avis sur la question? Alors, d'abord, sur la question de l'unité européenne dans le spatial, je tiens quand même à souligner que le spatial, par excellence, c'est un domaine d'unité européenne. Et que, par exemple, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, hier, dans son discours sur l'état de l'Union, programmatique, a fait référence à Galileo comme vraiment un domaine d'excellence de l'Union. Donc, pour moi, le spatial, c'est vraiment le segment par excellence où les Européens se sont mis ensemble et ont construit des choses qu'ils n'auraient pas été capables de faire au niveau national. Alors, bien évidemment, ça passe toujours par une forme de tension. Vous avez des industriels dans chacun, dans les États membres les plus importants. Donc, ça passe nécessairement par des phases de tension, mais quand on prend un peu de hauteur et quand on regarde ce qui a été fait au niveau européen, on a aujourd'hui, par exemple, avec Galileo, le système de navigation qui est le plus performant au monde. Et je pense qu'on peut en être fier et que c'est important à rappeler. Maintenant, sur le marché des micro-lanceurs, effectivement, aujourd'hui, on assiste à vraiment une multitude, une prolifération de projets au niveau européen, pas qu'au niveau européen, dans le monde. Et je tiens également à insister, comme Jean-Marc vient de le dire, par la nécessité de passer par cette première phase de compétition. Le maître mot, c'est entrepreneur. Effectivement, c'est des initiatives qui sont portées par des entrepreneurs qui veulent tester certaines technologies, certains business models. Je pense que c'est important de leur laisser cette liberté. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, encore une fois, à horizon 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est avoir une solution viable en Europe, mais pas uniquement en Europe, une solution qui soit compétitive à l'international, parce qu'on sait que le marché européen sera de toute façon trop étroit pour ces micro-lanceurs. Donc ces micro-lanceurs auront besoin d'avoir accès à des marchés non européens. Et donc, pour eux, il y a un enjeu de compétitivité. Et d'où la nécessité aujourd'hui de passer par cette phase de multiplication de projets. La responsabilité de puissances publiques comme la Commission européenne, c'est d'encourager cette forme de compétition, cette forme de concurrence infra-européenne pour, encore une fois, faire émerger une ou deux solutions à horizon 5 ans, 5-10 ans. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place sous le leadership du commissaire Breton pour, encore une fois, faire émerger une solution. Et on sait très bien, plusieurs études le montrent, vous avez aujourd'hui une centaine de projets. Il y a 3 options de micro-lanceurs viables aujourd'hui à l'échelle internationale. En Europe, on n'a pas encore de micro-lanceurs viables, mais encore une fois, l'objectif ultime de la Commission européenne, c'est d'avoir une solution viable à horizon 5 ans, parce qu'on a besoin d'avoir en Europe l'ensemble
de la famille, l'ensemble de la famille des lanceurs. Donc d'aller de gros porteurs jusqu'aux micro-lanceurs. Mais est-ce que cette compétition aussi au sein de l'Europe, avec cet objectif, vous avez parlé de Thierry Breton, c'est lui qui a évoqué l'Alliance européenne des lanceurs, avec l'objectif de fédérer ces initiatives privées, et le programme Ariane, évidemment, de l'intégrer à cette chaîne, à cette nouvelle chaîne de production d'innovation. Est-ce que la structure européenne en tant que telle, aujourd'hui, je parle notamment de budget, est faite pour accueillir une compétition saine aujourd'hui, parce qu'il y a la question des budgets en fonction des pays membres qui vont injecter de l'argent. Est-ce que le retour va être équivalent? Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une compétition à armes égales? Je vous en prie. Alors, réagissez Jean-Marc, et puis je vous donne la parole, Guillaume. Oui, je pense que c'est à nous de l'organiser. Oui. Effectivement, il faut que la compétition soit faire. Et vous faites référence aux règles de retour géographique de l'ESA. Donc c'est vrai que les lanceurs traditionnels qu'on a aujourd'hui ont été développés dans un cadre de l'ESA avec des règles de retour géographique. Et c'est le cas d'Ariane, de Vega. Et là, on a des nouveaux intervenants qui arrivent avec des financements privés donc, et des aides publiques aussi qui seront forcément nécessaires. Donc évidemment, il faut organiser tout ça pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale entre les différents lanceurs. C'est ce à quoi on s'applique. Oui, tout à fait, on est organisé. Il y a des concours d'innovation qui sont lancés, qui ont été lancés, mais je vais laisser Guillaume en parler puisque ça a été lancé par la Commission. Le CNES aussi prévoit d'aider nos entrepreneurs pour effectivement développer ces micro-lanceurs. Et donc oui, on l'organise, on essaye de stimuler l'écosystème, d'intervenir aussi sur les technologies. Encore une fois, développer un lanceur, c'est compliqué. Le secteur public peut intervenir en finançant les technologies et ensuite en aval en achetant des services de lancement. C'est un changement de position que l'on doit avoir. Donc oui, on s'organise pour le faire. Alors aux États-Unis, j'aimerais bien qu'on évoque ce point rapidement. Il y a le Buy American Act qui n'autorise que les entreprises qui ont au moins 51% de la production d'un lanceur réalisé aux États-Unis à répondre aux appels d'offres américains. Est-ce qu'on a un équivalent au niveau européen? Alors, on n'a pas le même équivalent. En revanche, quand il est possible de restreindre le marché, quand notamment on a des considérations sécuritaires à prendre en compte. Donc typiquement, pour Galileo, il est possible de restreindre le marché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on a cette obligation, comme on le disait au départ, d'accès autonome à l'espace, c'est aussi disons une impulsion qui nous permet de stimuler et de raisonner au sein de l'écosystème européen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent du Buy American Act. C'est certainement une réflexion qu'il faudra avoir à terme. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut souligner qu'aujourd'hui, les lanceurs européens se battent à armes inégales par rapport aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont un marché intérieur protégé beaucoup plus important. Et en plus, ils ont effectivement ce Buy American Act qu'on n'a pas en Europe. Donc on essaye de promouvoir une préférence européenne pour les lanceurs. Où est-ce que ça bloque? Je pense il faut des instruments juridiques pour le faire, il faut une volonté politique. J'observe que depuis plusieurs années, c'est une idée qui a vraiment progressé parce qu'on se rend compte que les lanceurs, c'est un outil de souveraineté. On a besoin d'un accès autonome à l'espace. On n'aurait certainement pas pu avoir Galileo si effectivement on n'avait pas eu la capacité de lancer Galileo, indépendamment de nos partenaires. Donc oui, l'idée que les lanceurs sont stratégiques et qu'on a besoin de les protéger. C'est une idée qui progresse et je pense qu'on aura, j'espère, des instruments juridiques pour l'ancrer dans des réglementations dans le futur. Alors en conclusion, Guillaume Delabrosse, est-ce que c'est au commissaire européen, à Thierry Breton, d'insuffler cette réglementation nouvelle ? Alors, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir entre Européens et c'est typiquement le genre de sujet dont il faudrait parler dans le cadre de cette alliance, l'alliance sur les lanceurs que le commissaire européen a proposé en début d'année. Si proposition législative il y a, ce sera effectivement à la Commission dans ce rôle donc de législateur de le mettre sur la table. Mais il faut d'abord que, bien sûr, il y ait une maturité collective sur cette question-là. Ce qu'on remarque, c'est quand même que, par exemple, en Allemagne, la décision a été prise au niveau politique
maintenant de lancer européen. Donc ça, on sent quand même une forme d'évolution des mentalités en Europe, y compris parce que, effectivement, comme Jean-Marc le rappelait, nos partenaires ou rivaux ont des dispositions qui ferment le marché aux lanceurs européens. Merci Guillaume Delabrosse, merci à tous les deux. Merci Jean-Marc Castock d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous Guillaume Delabrosse. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez votre émission Smart Tech dès lundi sur Bismart. Bon week-end.